Merci pour cette invitation. Merci en mon nom et puis ensuite de Jean-Pierre Poulin aussi qui n'a pas pu venir et donc que je remplace aujourd'hui. Alors j'ai choisi l'angle qu'il a choisi, celui des inquiétudes, les inquiétudes alimentaires. Peut-être quelques éléments de cadrage avant de partager avec vous un certain nombre de résultats sur le rapport, les évolutions depuis quelques années par rapport aux inquiétudes. D'abord sur l'inquiétude alimentaire, ce qu'on appelle l'inquiétude alimentaire en socio-anthropologie de l'alimentation, c'est quelque chose qu'on considère comme un invariant anthropologique. On l'oublie parce que nos sociétés, du point de vue de l'alimentation, sont très sécurisées, mais le rapport anthropologique que nous avons avec l'alimentation est un rapport qui aussi s'appuie, se développe autour de la gestion du risque alimentaire, du risque vital, du risque d'intoxication, et puis aussi du risque symbolique, c'est-à-dire que les modèles alimentaires que l'humanité a mis en place, qu'on met en place au sein d'une société qui se stabilise au bout d'un moment, ont une de leurs fonctions, c'est de gérer justement le risque sanitaire et le risque symbolique, c'est-à-dire qu'il faut que ce que nous mangeons soit en cohérence avec nos systèmes de valeurs, notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes, etc. Donc ça c'est un premier point, et c'est quelque chose qui est développé en sociologie, en anthropologie depuis très longtemps, depuis le début de la création du champ. Deuxième aspect qui me paraît important dans ce cadrage comme point de départ, c'est ce que certains chercheurs ont proposé d'appeler la modernité alimentaire. Alors moi je garderai quatre aspects pour le lier ensuite à des résultats qu'on a pu avoir par rapport à l'alimentation, à l'inquiétude et à la qualité. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'anomie. Donc on reprend là une proposition de Durkheim en sociologie. On est depuis plusieurs années dans un contexte de multiplication des discours auxquels le consommateur, le mangeur accède. Alors les réseaux sociaux, Internet, ça a été évoqué tout à l'heure, multiplie cette situation et ça va non pas faire disparaître les normes alimentaires qui encadrent l'alimentation, mais disons que ça va les déstabiliser et il va y avoir une profusion d'injonctions qui vont nous amener, qui vont modeler notre rapport à l'alimentation. Donc une déstabilisation de l'appareil normatif et la cohabitation de différents systèmes de valeurs, de différentes normes alimentaires, nutritionnelles, diététiques, des discours alternatifs, etc. L'autre point qui est lié à celui-là d'ailleurs, c'est la réflexivité. On est dans la modernité alimentaire beaucoup plus réflexif. Nos décisions alimentaires sont beaucoup plus l'objet, enfin le résultat de réflexion par rapport à des informations que nous avons, dont je parlais tout à l'heure, et on est beaucoup moins dans l'avant-soi, dans des choses qui sont ancrées dans des routines. Les routines sont plus instables, en fait. Luc tout à l'heure parlait d'habitudes, c'est extrêmement important dans notre rapport à l'alimentation, les habitudes, les routines, et ces routines, disons qu'on les change régulièrement, elles sont plus instables et elles ne sont pas construites de la même manière. C'est aussi la montée de l'individualité, des particularismes alimentaires. Alors, il y a des modes à ce niveau-là, le sans gluten, même si ça touche en réalité une très faible partie de la population. Les vrais intolérants au gluten sont peu nombreux. Le sans gluten, le véganisme, je ne parle pas du végétarisme, le véganisme, etc. Voilà, on est dans des postures au niveau chez le mangeur de marquage par l'alimentation de son individualité, de son identité personnelle aussi. Perte de repères, parce que l'urbanisation, l'industrialisation ont éloigné le mangeur du lieu de production et de transformation des aliments. Alors Claude Fischler, qui est un des sociologues qui a créé la sociologie de l'alimentation en France, parle d'OCNI, d'objets consommés non identifiés, pour souligner un petit peu cet aspect-là. Et c'est vrai que les crises alimentaires ont réveillé à ce niveau-là des inquiétudes. Si je prends par exemple la vache folle, ça a fait prendre conscience à un certain nombre de personnes que ce qu'on mangeait, qu'on appelait de la viande, qui était dans une assiette dans le cadre d'un repas,
Ben, c'est un animal qui a été élevé, qui a été abattu, etc. Donc il y a eu un choc à ce moment-là, et la modernité alimentaire, aujourd'hui, elle est aussi, et le rapport à l'animal et à la viande, est aussi le résultat de ce choc et de ces phénomènes-là. Et donc on a un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs qui prennent de l'importance, qui cohabitent avec d'autres valeurs qui sont plus traditionnelles. Alors la santé, est-ce que ce que je mange fait du bien à mon corps? Ça c'est une préoccupation, on en a parlé à plusieurs reprises. La nutrition, c'est-à-dire avoir une approche en termes de catégories nutritionnelles. Alors c'est pas toute la population, mais c'est une tendance qui monte. La minceur, une valeur extrêmement forte. En France, qui est un des pays où d'ailleurs, si on considère les autres pays européens, où la norme de minceur est le plus valorisée, et ça cohabite tant bien que mal avec le plaisir, avec le goût, avec la convivialité, le fait de partager des repas, etc. Voilà. Et le statut de l'animal aussi constitue une valeur importante, de même que l'environnement. Alors, comment est-ce qu'on le capte, ce genre de tendance? Par exemple, là je reprends une étude du Credo, quand on pose la question aux gens bien manger, qu'est-ce que c'est pour vous bien manger? On voit bien que l'équilibre, la variété, l'alimentation saine, et puis des aspects qui sont beaucoup plus ancrés dans les modèles alimentaires français, le goût, le plaisir, sont des tendances qui sont plutôt à la hausse. Alors je vais utiliser des données issues de différentes recherches qu'on a menées, certaines pour la DGL, la DRAF, et puis une qui permet d'avoir une approche un peu dynamique parce qu'on compare des données de 2013 et 2016 qu'on a réalisées avec le CREDOC. Alors comment est-ce que ce rapport à l'inquiétude, surtout la modernité alimentaire, comment est-ce que ça ressort dans les inquiétudes par rapport à l'alimentation? Alors une première chose qu'on peut constater, c'est que les personnes qu'on a interrogées, par exemple là c'était en 2010 et 2013, pour eux, ils sont 93% à dire que l'insécurité ou le risque alimentaire ne disparaîtra jamais. On ne fera jamais totalement disparaître les risques alimentaires. Puis il y a un autre pourcentage qui me paraît intéressant, c'est que quand même il y a une conscience à 79% que la sécurité sanitaire des aliments elle est mieux assurée aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc il y a quand même un réalisme social et une conscience de ces aspects-là. Qui sont les plus inquiets? Beaucoup les gatekeepers, les portiers économiques, les femmes en particulier, qui ont des enfants de moins de 10 ans, de moins de 12 ans, ça dépend des études. Les personnes en général donc, qui ont la responsabilité de faire des achats, des décisions, de prendre des décisions pour l'ensemble du foyer, sont en général plus nombreux, surreprésentés parmi les personnes qui sont inquiètes. Alors maintenant, au niveau des grandes familles d'aliments, comment s'expriment les inquiétudes alimentaires? Donc là, c'est l'enquête avec le CREDOC, où on a une approche dynamique de 2011 à 2016. Et ce qu'on voit, c'est que l'inquiétude alimentaire, elle est en baisse sur la plupart des grandes familles d'aliments, hein, les céréales, les produits laitiers, les légumes, les fruits. Par contre, elle est en hausse sur les produits industriels, sur les produits considérés comme transformés par l'industrialisation. Elle est en diminution sur les produits aquatiques et les viandes. Je vais aller un peu dans le détail, mais rapidement, hein, je ne vais pas trop donc, par exemple, sur les fruits, ce qui est le principal mot cité, là c'était une question ouverte, c'était la seule question ouverte du questionnaire, ce sont les pesticides, les traitements. Donc l'inquiétude, elle est en hausse sur les pesticides, et on a d'autres aspects comme la fraîcheur, par exemple, pour les fruits, qui diminuent en termes de perception des risques. Pour les fruits aussi, on a un fort taux de réponse pour les pesticides, et on a en plus l'apparition de nouvelles choses, les OGM, l'apparition des engrais également, qui dans les discours sont des choses qui font l'objet de préoccupation ou d'inquiétude. La viande, les antibiotiques, les hormones, les conditions d'élevage sont en hausse. Le mot animal apparaît beaucoup dans les réponses spontanées, lorsqu'il s'agit de les conditions d'élevage de l'animal, les conditions d'abattage, etc. Donc il y a cette préoccupation dont je parlais tout à l'heure, qui apparaît dans les réponses par rapport aux inquiétudes.
le lait, la vache, comment est-ce qu'elle est élevée, comment est-ce que le lait est produit, voilà, il y a une préoccupation pour la vache, l'animal. Alors pour les produits à base de céréales, les pesticides, les OGM étaient très fortement cités en 2013, et là on voit qu'il y a une diminution par rapport, enfin en tout cas il y a plus de personnes qui ne répondent pas d'inquiétude, mais on a quand même un taux élevé de réponse autour des pesticides et des OGM. Pour les produits industriels, on a une montée de réponse en termes de peur des conservateurs, des additifs, le sel, toutes ces choses qui ont été évoquées en partie ce matin. Et donc la qualité, elle apparaît dans les réponses spontanées en lien avec ces mots, avec ces aspects-là. Pour le poisson, c'est la montée des métaux lourds qu'on voit apparaître dans les réponses. Voilà. Donc on voit que la préoccupation pour le statut de l'animal, les conditions d'élevage, etc., sont des choses qui sont des tendances fortes qui apparaissent dans la relation à l'alimentation, les inquiétudes par rapport à l'alimentation, l'industrialisation. Les produits industriels sont aussi une famille de catégories de produits sur lesquels les inquiétudes sont plutôt en hausse, alors que pour les autres catégories de produits, ils sont plutôt à la baisse. Alors on a essayé de voir, ça c'était dans l'enquête qui avait été commanditée par la DGAL, en qui les gens, comment se construit la confiance, quels sont les acteurs ou les instances sur lesquelles se construit cette confiance, comment ça participe en tout cas de construire la confiance. Alors déjà les signes officiels de qualité, ce qui nous intéressait c'était de voir comment, je vous parlais tout à l'heure de routine, c'est important, ces choses-là, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup, comment est-ce qu'un mangeur, un consommateur met en place une routine. Et là, les signes officiels de qualité jouent ce rôle. Ils évitent justement d'avoir cette charge cognitive, à toujours se demander qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais prendre, etc. Et donc, ils diminuent la réflexivité et ils diminuent l'anxiété. Là, on a 32% des gens qui permettent de choisir des produits de qualité sans avoir à se poser de questions, rassurent le consommateur. Donc, ce sont des aspects qui nous intéressent et qu'on a essayé de capter dans ces réponses par rapport aux signes officiels de qualité et à leur fonction. En qui est-ce qu'ils ont confiance en matière d'information? Ceux qui arrivent en premier sont les associations de consommateurs, le ministère de l'Agriculture ensuite, et puis après on a des taux de réponse un peu équivalents pour les autres instances politiques. Pour les acteurs scientifiques, on a un taux de confiance qui est relativement élevé et homogène. Les médias, alors on a quand même la télévision, la presse écrite qui arrive en premier. Alors ça c'était en 2010-2013. J'étais un peu surpris, je pensais qu'Internet aurait une place, un taux de réponse plus élevé. Enfin bon voilà, la presse écrite, la télévision sont les médias en qui ils ont plus confiance pour des informations sur l'alimentation. Alors, j'ai tellement réduit du coup que... donc, peut-être dans l'approche de la qualité, si on doit reprendre un petit peu les différents points, il y a au niveau des études sociologiques, on voit clairement qu'il y a des évolutions de fond dans les transformations dans les systèmes de valeurs qui conditionnent nos rapports à l'alimentation, avec la montée de nouvelles valeurs qui cohabitent avec d'autres qui sont plus anciennes. Le rapport homme-animal, il me semble que c'est quelque chose qui est important. Et puis il y a un besoin de réidentifier l'aliment, de réidentification avec un besoin de transparence en fait sur les modalités de production, l'origine des aliments. Par exemple, si je prends cette enquête du CREDOC, les critères d'évaluation de la qualité, c'est une enquête de 2016 je crois, on voit que l'origine et les modes de production sont en hausse dans les critères d'évaluation de la qualité par rapport à d'autres choses comme la fraîcheur, le goût, l'apparence, qui sont importants, qui continuent d'être des critères importants, mais qui sont un tout petit peu en diminution. Une enquête aussi qu'on avait réalisée il y a quelque temps auprès de jeunes, alors des jeunes du campus,
C'était une enquête représentative en termes de région d'origine et de CSP des parents. Et on voit que la réponse, c'est une question ouverte, on l'a regroupée a posteriori. Une alimentation de qualité, c'est le goût, la santé, et puis on voit le local, le bio, le terroir. Donc il y a ce besoin de réenracinement et d'identification par rapport aussi au lieu de production, y compris donc chez des jeunes de 18-25 ans. Alors, dans la façon d'appréhender l'inquiétude et en lien avec la qualité, mais d'une manière générale, il y a des choses effectivement qui présentent un certain nombre d'enjeux scientifiques. Alors, produire de la connaissance, alors je parle des sciences, les sciences dures et puis les sciences sociales et humaines aussi, dans le sens où il est important de produire de la connaissance, de la diffuser, de la vulgariser pour essayer de réduire cet écart justement entre croyance et connaissance. Et puis il y a des choses sur lesquelles on est plus dans l'ordre des identités collectives avec des changements culturels, il me semble, qui sont des changements de fond, des changements importants, qui appellent aussi des réponses politiques, hein, et pas seulement des interventions ou de l'accompagnement par les acteurs ou par les dispositifs scientifiques. Dans certaines études que je n'ai pas citées là, on voit aussi l'importance, par exemple, quand on travaille sur les circuits courts, sur les modes d'approvisionnement, pour une partie de la population, de la solidarité face aux acteurs de la filière. Donc ça, ce sont des choses qui apparaissent, qui émergent. Le besoin de proximité, j'en parlais, et puis une tendance aussi de la modernité qui est la patrimonialisation, c'est-à-dire le besoin de redonner de l'identité en lien avec notre histoire, la culture, etc., aux aliments que nous consommons, d'une manière générale. Donc c'est ce que Jean-Pierre Poulin, en tout cas, propose d'appeler la patrimonialisation. Donc différencier peut-être les enjeux scientifiques et puis des enjeux de société qui appellent plutôt à nos identités collectives, pour communiquer, pour informer, pour sensibiliser, pour réduire l'inquiétude, mais aussi pour peut-être transformer, réajuster les pratiques au sein de la filière alimentaire, d'une manière générale. Merci.